Bonjour, on est le mardi 20 octobre 2020 avec des faibles pluies qui sont en train de tomber à l'instant. Voilà, donc là, on avait indiqué, bon, les météorologues ont bien précisé qu'il allait aujourd'hui avoir des fines pluies. Apparemment, c'est ce qui se passe dès la matinée, avec un ciel qui n'est pas forcément chargé ou houleux. Il paraît, je veux dire, légèrement bleuté avec voilà, un mélange de bleuté et de grisaille. Là, on n'a pas une grisaille complète parce qu'on peut percevoir quand même des nuages blancs mélangés avec un ciel bleu et une légère grisaille, sans plus. Mais on a des retombées de fines pluies qui sont des pluies, je veux dire, de saison. Voilà. Alors, ici, je vous présente un petit exercice qui est ce qu'on appelle la formation de l'acétylène. La formation de l'acétylène. Alors, vous connaissez probablement le nom acétylène parce que c'est quelque chose qu'on utilise, comme il est fortement exothermique, d'ailleurs on va le voir dans cette vidéo aussi, on l'utilise, je veux dire, en soudure, pour souder. C'est du gaz qui va permettre de souder, et il fait partie de la chimie organique puisqu'il est composé de carbone et d'hydrogène. C'est un hydrocarbure, mais de la famille des... Parce que dans les hydrocarbures, on a les alcanes, les alcènes et les alcynes. Voilà. Alcane, bon, il n'y a pas d'insaturation, c'est-à-dire c'est toutes des liaisons simples. Alcène, on peut trouver des liaisons doubles. Et alcyne, bon, on trouve des liaisons triples. Voilà. Donc, l'acétylène est un de ceux-là. C'est un carbone, voilà, qui va s'indiquer comme ceci. C'est le plus simple. Hein. C'est le plus simple des alcynes. Le carbone étant tétravalent, là, on a les liaisons avec les électrons. Mais je vais faire mieux que ça parce que c'est vrai que je commence déjà bien. Bon, donc on a un carbone, voilà, attaché à un second carbone. Alors, les liaisons, on a 3 liaisons simples. Une, deux, trois. Ça, c'est ce qui va lier ce qu'on appelle une fonction alcyne, parce qu'en fait, il y a une triple liaison. Alors, bien sûr, il y a les électrons, ils sont attachés grâce à leur force attractive de leurs électrons. Donc, c'est une attache d'électron à électron. C'est une liaison qui va être reliée électron à électron et qui va former ce qu'on appelle, voilà, une liaison, une triple liaison. Alors, bien sûr, on a une attache parce que le carbone est tétravalent. Donc il peut encore faire une liaison, et effectivement, comme c'est un hydrocarbure, il est relié ici, de chaque côté, à un hydrogène. Donc on a un hydrogène à gauche et un hydrogène à droite. Donc c'est la plus simple des molécules, je veux dire, en chimie organique des alcynes. Hein. Vous comprenez que c'est la plus simple. Voilà, on voit bien que c'est symétrique, hein. C'est quelque chose de symétrique. Alors bien sûr, il y a toujours les attaches, les liaisons entre les électrons du carbone et la liaison et l'électron de l'hydrogène. L'électron du carbone et l'électron de l'hydrogène. Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle donc une fonction alcyne. Sa fonction, c'est une fonction je vais le marquer autrement parce que c'est vrai que j'ai du mal à écrire. C'est une fonction alcyne qui est un hydrocarbure. Et son nom exact, c'est
c'est l'acétylène. Il a encore un autre nom, hein. Bon, il a un autre nom qu'on appelle, comme il a deux carbones en chimie organique, deux carbones c'est eth. Meth c'est un carbone, eth c'est deux carbones. Et comme c'est une fonction in, mais c'est un éthyle, mais qu'on peut mettre en un mot. On peut le rassembler en un mot. Voilà. Donc c'est une fonction alcyne du groupe des hydrocarbures. Hein. Voilà, du groupe des hydrocarbures qui, à température ambiante, est gazeux. À température ambiante est gazeux. Donc ça, j'ai fait on voit la structure. Hein. La structure est là. On a un groupe, le groupe des hydrocarbures. Et bien sûr que les groupes d'hydrocarbures font partie des molécules. Hein. Là, les molécules, hydrocarbures, parce qu'au-dessus d'hydrocarbures, il y a les molécules. Voilà. Ensuite, c'est une fonction. Les hydrocarbures ont des fonctions. C'est la fonction alcyne. Et dans cette fonction alcyne, il y a la dénomination de la molécule qu'on appelle acétylène, éthine ou éthine. Alors bon, ça, vous comprendrez que c'est une représentation dans l'espace qui est tout simplement une droite. Hein. Il est sur ou plutôt un segment. Ça a l'air d'être un segment. Il n'y a pas d'angle. Il n'y a pas d'angle. Hein. Voilà. Par contre, on a une distance interatomique. Hein. De H à H. Bon, là, on a une distance qui va. Bon, ça c'est dans les propriétés. On a une distance ici qui va de H à H. Voilà. Donc c'est une molécule, on va dire, linéaire et avec une distance donnée, comme toutes les molécules ont leur distance. Hein. On a des grandes molécules, des petites molécules, etc. etc. Donc elle est linéaire et alors en même temps, elle a une distance. Voilà. Il y a une distance donnée. Voilà. Une distance d'extrémité à extrémité de la molécule. Donc, ceci c'est pour dire qu'elle est linéaire. Hein. Voilà, elle est linéaire. Il n'y a pas d'angle. C'est comme si on avait un segment. Elle ressemble à un segment, elle est toute droite. Donc on pourrait dessiner ça, si vous voulez, encore en améliorant les choses. On mettrait voilà la molécule de carbone. Je vais faire un... Voilà une seconde molécule de carbone. Voilà. La molécule d'hydrogène étant petite, donc je vais mettre... Enfin, l'atome, je m'excuse, l'atome d'hydrogène étant petit. Donc elle est linéaire. Bon, et pour trouver le centre de gravité, ben, il est au milieu. Trouver le centre de gravité de ça, c'est facile parce que elle est linéaire. Elle est symétrique et linéaire. Donc pour trouver son centre de symétrie, très simple. Alors bon, là on a la liaison. Carbone-hydrogène, et bien sûr on a la liaison carbone-carbone.
Donc on a une triple liaison, ça veut dire que les énergies de liaison sont plus grandes. Alors on a des énergies de liaison beaucoup plus grandes parce que on a une triple liaison. Quand on a une double liaison, triple liaison, c'est beaucoup plus grand en énergie de liaison que la double liaison. Je vais vous montrer par après. Il faut que je recommence peut-être juste ceci. Je vais compléter le dessin. Voilà, et la liaison carbone-hydrogène est ici. Voilà, et la liaison carbone-hydrogène de celui-ci est ici. Et on a la liaison carbone-carbone. Donc bon, ceci est un carbone. Un carbone. Un carbone. Un hydrogène. Et un hydrogène. Voilà. Ce qui veut dire que si vous voulez écrire la formule brute, ben, on a deux carbones, C2H2 et la formule brute. C2H2 et la formule brute, c'est CnHn. CnHn. Bon, ici c'est le plus simple. C'est deux carbones, donc deux hydrogènes. Voilà, donc ça c'est la formule de... c'est la molécule de l'acétylène. C'est ce qu'il faut faire ici, la formation de l'acétylène. Alors, il y a une question qui est posée bien sûr à ça. La combustion, regardez bien, la combustion de 1,3 g d'acétylène gazeux dégage 65 kJ. 65 kJ. Bon, ça c'est une donnée qui provient d'un laboratoire. Hein. On n'a pas inventé ça. Hein. 1,3 va donner 65 kJ et rien d'autre. Hein. Parce que, pourquoi rien d'autre? Parce qu'en fait, l'enthalpie de combustion a une certaine valeur constante. Elle est constante, donc fatalement, si vous prenez 1,3 pour 1, j'avais fait une étude sur les chaleurs, une étude, c'est juste la vidéo, je crois, je ne me rappelle plus, précédente, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, quand vous faites une étude des chaleurs, ben, c'est la même chose qu'étudier, je veux dire, quelque part, les masses. Parce que quelque part, il y a une interrelation. Il y a la conservation de la masse, il y a la conservation de la chaleur. Donc, vous pouvez entrevoir que si vous modifiez, je veux dire, parce que quand on fait des études, qu'est-ce qui va relier, si vous voulez, qu'est-ce qui va relier la masse et la chaleur? Bon, on a le point de vue conservatif des réactions chimiques qui sont la conservation de la matière. Bon, on a la conservation de la matière. On comprend que là, c'est la matière qui est conservée au travers de réactions chimiques. Vous faites une réaction chimique, peu importe quelle est-elle. Bon, on peut avoir une combustion ou autre. On peut avoir tout... Ici, il s'agit... Je vais vous montrer... je n'ai pas encore regardé. Mais je vais vous montrer. Il y a plusieurs réactions. Dont une est de combustion aussi. Il y en a une qui est de combustion parce qu'il vous dit la combustion de 1,3 g donne 65 kJ. Donc, la réaction de combustion est exothermique. Exothermique. Mais sachez qu'on n'a mis que 1,3 g. Ce qui veut dire que si on met un peu plus de grammes, bien, vous allez voir que si on met un peu plus de grammes, la chaleur est beaucoup plus grande. Donc pourquoi? Parce qu'on a une conservation de la matière au travers d'une réaction chimique, qui est bien sûr conservée au travers des coefficients stoichiométriques, mais il y a aussi une conservation de chaleur, conservation d'énergie.
Et si on a conservation d'énergie, quel type d'énergie? On a deux formes, dont une est très petite. Mais si on a vase clos, c'est delta, on a la chaleur pure, de la chaleur pure. Hein. Si on a vase clos, on mesure le delta U. Delta U qui vaut dans la bombe calorimétrique le QV. On mesure que de la chaleur. Maintenant, si vous mesurez à vase ouvert, ben, là, il faut tenir compte de l'énergie de pression. Donc là, on aura delta H est égal au QP, mais le QP ou delta H, c'est égal à delta U plus P delta V. Delta U plus P delta V. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on a? Mais on a, ça c'est QV. Hein. Donc QP est égal à QV plus delta, P delta V. Et avec les gaz parfaits, on peut transformer P delta V en RT delta NG. Voilà. Donc, que vous ayez delta H ou delta U, on sait trouver l'un ou l'autre à partir de l'un ou de l'autre. Si vous avez le delta U, on sait le trouver par la formule suivante. RT, bien sûr, à l'état standard, T vaut 298 Kelvin. R, c'est la constante des gaz parfait. Voilà, en kilojoules voilà, par mole et par Kelvin. Et là, delta Ng est la variation du nombre de moles de gaz. Bon, ici, donc on a une conservation d'énergie. L'énergie peut être sous forme soit calorifique, pure, telle que QV, ou sous forme d'énergie calorifique, delta U, puisque delta U mesure QV. Mais en plus de ça, une partie qui est due à une pression constante. Par exemple, si on a un vase ouvert, on fait la réaction à pression atmosphérique. À ce moment-là, on a une variation de volume. Et donc là, il faut tenir compte de l'énergie qui est très petite hein, par rapport à généralement à QP, P delta V. Par rapport au QV, l'essentiel de l'énergie, c'est en gros quand on est à vase ouvert, l'essentiel de l'énergie, c'est de la chaleur. Et puis on a une petite partie P delta V qui est, je veux dire, due à la pression. Donc l'essentiel, c'est plutôt l'énergie calorifique essentielle quand on est à vase ouvert. Mais quand on a un vase fermé, vase clos, delta U égale QV, on a que l'énergie thermique. Hein. Voilà, on a que de l'énergie thermique. Là, ici, on mesure de l'énergie thermique, plus thermique, là, ici, QP mesure de l'énergie thermique, plus une petite énergie due à la pression extérieure. Généralement, à vase ouvert, c'est la pression atmosphérique qui agit. Voilà. Alors, ce que je vous disais, comme on a la conservation de la matière et la conservation de l'énergie, et je vous ai dit quel type d'énergie, hein, essentiellement thermique, et purement thermique si on a un vase clos, purement thermique si on a vase clos, et essentiellement thermique si on a vase ouvert. Puisque là, il y a une petite composante, une composante pression et variation de volume qui va intervenir. Qu'est-ce que c'est que cette variation de volume? C'est la variation de volume créée par la pression. Hein. La pression pousse, donc elle crée une variation de volume. Et la pression est constante. Enfin, soi-disant constante. Par hypothèse, elle est constante. C'est la pression atmosphérique. Parce que quand il pleut, je vous ai toujours dit que la pression varie légèrement. Parce que la pression, elle varie. Pourquoi on a les vents? Parce que justement, on a les vents. Pourquoi on a des courants de vent? Parce qu'on a des hautes pressions et des basses pressions. Et qui font que, je veux dire, on a une circulation des vents de la haute pression vers la basse pression. Donc c'est compréhensible que on peut dire que la pression atmosphérique en a un lieu. Voilà, tout d'abord, Torricelli, après la pression atmosphérique au niveau de la mer, quand il a fait ses mesures, ben, il a pris voilà, une base de référence qui était le niveau de la mer. Niveau 0. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc on peut se dire que si on fait varier ben, la masse de la réaction d'un composé, ben, l'énergie va plus être la même. Vous faites réagir 1,3 g d'acétylène par combustion. La réaction de combustion, vous la connaissez. Hein. Bon, généralement, une combustion, c'est C s'il n'y a pas d'hydro. C plus O2. C plus O2 donne du CO2. Mais là, il n'y a pas. Ça donne du CO2, dioxyde de carbone.
Mais ça, c'est quand il n'y a pas d'hydrogène au niveau du composé ici. On a un élément carboné, par exemple. Si on a du coke, le carbone provient du coke, ben, C plus O2 va donner du CO2. Voilà. Ou si j'ai du C, le carbone du graphite, voilà, plus O2 donne du CO2. Voilà. Mais les enthalpies du coke, du C du coke et l'enthalpie du C du graphite n'est pas le même. Donc C plus O2 ne donne pas la même enthalpie, parce que le carbone, l'enthalpie va être différée suivant que on a du C du coke, est différente si on a du C du coke ou C du graphite. Hein. Voilà, c'est différent. Attention à cette enthalpie-là. Alors, à l'enthalpie, c'est pas parce que vous avez C plus O2 que ça y est, l'enthalpie est la même pour tous les carbones. Hein. Ah non, 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 il y a des carbones provenant du coke, carbones provenant du graphite. Alors maintenant, si ça ne provenait pas du... Enfin, si on avait un élément qui n'était pas purement carboné, mais contenant de l'hydrogène, et c'est le cas des hydrocarbures par exemple, voilà, ou des graisses. Les graisses, c'est des éléments aussi de carbone et d'hydrogène, voilà, ou des sucres. Les sucres contiennent du carbone et de l'hydrogène. Donc à ce moment-là, vous comprendrez que la réaction, on fera apparaître de l'hydrogène au travers, voilà, d'une composition d'hydrogène et d'oxygène. Pour donner, bien sûr, vous aurez compris, de l'H2O. Voilà. Et ça, c'est la réaction de combustion. Mais attention, il faut qu'elle soit complète. Parce que si elle n'est pas complète, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des réactions de combustion qu'on appelle ménagées. Et les réactions de combustion ménagées va pas donner ceci, va donner soit des aldéhydes. Enfin, si je prends l'éthanol, hein, qui est un alcool, si on arrête la réaction à un moment donné, donc on ne va pas à fond de la réaction, on aura bien sûr de l'aldéhyde. Et si on continue un peu plus loin la réaction, qu'on ne l'arrête pas au moment où on a l'aldéhyde, si on la continue, ben, on va avoir... voilà, on sait la stopper à n'importe quel moment, hein, par des réactifs spéciaux. Voilà, des réactifs, voilà, de Collins, qui permettent d'arrêter la réaction et avoir une réaction qui n'est pas complète au niveau de la combustion. Voilà, si je prends l'éthanol, ben, je peux avoir l'aldéhyde ou le vinaigre, qui est l'acide éthanoïque, ou CH3COH, qui est le vinaigre, ou l'acide éthanoïque, ou l'acide acétique. Donc, on aura un acide. Bon, un acide, si on arrête un peu plus loin, bon, si on arrête au tout début, à un moment donné, au début, on a l'aldéhyde, si on continue un petit peu, on a l'acide, et puis si on continue, si on la fait complètement, ben on a CO2 plus H2O. Donc, ça, pour avoir de l'aldéhyde à partir d'un éthanol, il faut une réaction partielle, c'est-à-dire ménagée. Il ne faut pas aller à fond de la réaction de combustion. On peut l'arrêter à un moment donné grâce à des réactifs spéciaux. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, masse et énergie sont reliées, sont interreliées, masse et énergie. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, complètement là-dessus. Je vais vous la montrer. Mais avant tout, ce qui veut dire que si vous mettez 1,3 g, il ne faut pas que j'oublie de vous dire que, parce qu'il faut que je mette de côté ici quelque chose que je voulais vous dire, que c'est énergétique. Hein. Ceci, c'est énergétique. Hein. Donc l'hydrocarbure ici, c'est pas pour rien qu'on en fait, je veux dire, voilà, de la soudure avec. C'est parce que c'est une molécule énergétique. D'ailleurs, je vais le voir dans le tableau, mais il ne faut pas que j'oublie de vous dire ça. On va aller voir dans le tableau, dans les tables. Alors, quand on dit 1,3 g, ben, l'énoncé nous dit qu'on a 65, au travers de la réaction de combustion, on a une réaction de combustion, donc qui est exothermique d'office. Hein. Elle est exothermique, elle va libérer de la chaleur, mais il vous dit que la libération de chaleur dégage 65 kJ. Bon, quand il dit dégage, bon, on comprend que c'est exothermique. Hein. Exothermique, ça veut dire qu'on aura moins 65 kJ. Hein. Quand on dit dégage, c'est exothermique. Moins 65 kJ. Voilà. Mais si vous mettez une autre masse, ben vous allez avoir, si vous mettez plus que 1,3, ben, la chaleur
vous allez dégager plus de chaleur. Plus vous allez mettre des grammes, et plus la chaleur va... Donc il y a une interrelation entre conservation de matière, il y a une liaison. Il y a une liaison. Il y a une liaison entre les deux. Entre la matière et la chaleur. Quand vous augmentez la matière dans ce cas-ci, comme c'est exothermique, mais ça a augmenté les dégagements de chaleur. Parce que c'est exothermique. Si c'est en dos, c'est l'inverse. Hein. Voilà, vous avez augmenté la quantité de chaleur endothermique. Donc vous aurez un plus. Si c'est en dos, c'est plus. Si c'est exo, c'est moins. D'ailleurs, je vais vous montrer, hein, je vais le faire tout de suite. Avec un exemple qui a déjà été fait. Oxydation, il faut que j'aille chercher. Dans variation d'enthalpie de l'éthanol. Voilà, celui-ci. Voilà, ici on avait une réaction ménagée, je vous rappelle, bon ça a été fait, la vidéo a été faite. On avait de l'éthanol, ça donnait plus de dioxygène, on avait ce qu'on appelle une oxydation partielle, et ça donnait de l'acide éthanoïque. Mais on s'arrêtait jusqu'au moment où on avait l'acide éthanoïque, plus bien sûr de l'H2O. Donc on n'avait pas une combustion complète. Voilà, on savait arrêter la combustion. Alors, là, il fallait faire établir l'étude de la quantité d'acide acétique obtenue ou produite en conditions CSTP en fonction de la quantité de chaleur. Étude de la quantité d'acide acétique. Mais c'est une quantité, on va dire, de matière. Hein. C'est une quantité de matière. Comment va varier la quantité de chaleur? C'est bien ce que je disais. Et effectivement, ici, on a la réaction CH3COH, CH2OH plus O2 donne. Bon, là, il fallait trouver la réaction. Mais comme c'est une réaction ménagée et qu'on allait jusqu'à l'acide acétique, parce que l'énoncé nous disait étudier la. Voilà, il donnait un indice, hein, établir l'étude de la quantité d'acide acétique et non pas d'un aldéhyde. Hein. Ils auraient pu demander la quantité de l'aldéhyde, ça veut dire qu'on serait arrêté avant. On se serait arrêté avant, on n'aurait pas eu l'acide éthanoïque, mais un aldéhyde. L'aldéhyde qui correspondrait à l'éthanol. Pour l'éthanol, on aurait eu de l'éthanol. Mais ici, ils ont continué la réaction pour avoir l'acide éthanoïque. Voilà, et alors quand on fait l'étude ici, de la masse en fonction de la chaleur, mais vous voyez qu'ici, par contre ici c'est plutôt l'étude de la... Oui, parce qu'ici il demande établir l'étude de la quantité de l'acide acétique en fonction de la chaleur. Ici c'est plutôt, bon, on rentre une chaleur et on regarde la masse qui est sortie. Mais on peut étudier l'inverse, on rentre la masse et on a une quantité de chaleur. On rentre la masse et on a une quantité de chaleur. Alors pour ça, vous deviez rentrer ici, par exemple, j'avais fait l'étude pour le CH3COH, mais pour le CH3CH2OH. Alors ça c'est l'acide, vous reconnaissez CH3CH2OH qui est, ça c'est le, comment on appelle ça, l'éthanol. L'éthanol qui peut s'écrire comme ceci, hein, C2H5OH. Et ça bien sûr, vous aurez compris que c'est l'acide éthanoïque ou voilà, l'acide acétique, qui est le vinaigre. Voilà. Alors, je vais ça c'est l'acide acétique, CH3COH, ou C2H4O. Et ça c'est l'éthanol. Voilà. Donc l'acide acétique, il est ici, C2H4O. C'est bien 2 carbone, 4 hydrogènes et un oxygène. Et sa masse, elle est presque celle de l'éthanol. Hein. Parce que l'éthanol, c'est CH3, CH2, COH. C'est-à-dire qu'on a 2 carbone, mais là on a 5 hydrogènes et un oxygène. Donc entre les deux molécules, ça ne diffère que par un hydrogène. Donc ça veut dire que les masses, l'hydrogène pesant 1 gramme, là on a 61 et là 60 et 61. 60 et 61. Il y en a un qui fait 60 et 61 grammes. Voilà, donc, mais qu'est-ce que c'est que l'acide acétique? C'est le produit. C'est le produit formé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthanol? Ben, c'est le réactif
consommé. Voilà, c'est le réactif consommé. Alors ça, c'est le produit formé. Acide acétique, c'est le produit formé. Alors ici, j'étudie aussi bien la consommation, ce qu'on est la réaction, hein, puisqu'on sait bien qu'une mole donne une mole de CH3COH2OH, donc d'éthanol, donne une mole d'acide acétique. Donc pour une mole, on a une mole. Pour une mole, on a une mole. Voilà, donc une mole réagit pour donner une mole d'éthanol, réagit pour donner une mole d'acide acétique. Donc le calcul est assez simple. Hein. Si je rentre une quantité de chaleur, sachant que le bilan global de la réaction est en valeur absolue 218 kJ, si je mets une quantité, 4500 kJ, voilà, si j'ai besoin de 4500 kJ dans la réaction voilà, d'oxydation ménager, 4500, mais pour une mole, on a 18 kJ. Donc 4500 divisé par 4000, on a 14,15 moles. Et là est la relation entre la quantité de chaleur et la quantité de matière. Vous voyez que j'ai un rapport de quantité de chaleur qui me donne un nombre de moles, et donc un nombre de grammes. Vous voyez, donc c'est bien ce que je disais. Donc ici, on a bien une liaison, voilà, une liaison, on a une liaison entre la conservation de l'énergie et la conservation de la matière. Pourquoi? Parce que la réaction étant donnée pour un nombre d'énergie, kilojoules, par mole. Voilà, kilojoules par mole. Maintenant, si j'ai besoin d'une réaction qui va faire autant de kilojoules, mais je sais combien de moles qu'il y a. Je sais déterminer le nombre de moles. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, comment on sait le nombre de moles? Donc, on sait la quantité de matière. Donc, il y a bien une interrelation énergie-matière. Il y a bien une interrelation énergie-matière. Voilà, on a bien une interrelation énergie-matière. Alors, c'est valable pour les produits que pour les réactifs. Hein. Ici, je calcule, alors on va mettre 5000 kJ. Alors, la réaction va sortir 5000 kJ, mais la réaction, le bilan global en valeur absolue donne 318 kJ par mole. Ce qui fait 5000 divisé par 318, ce qui fait 15,72 moles. 15,72 moles, comme on a une mole, ben on aura aussi 15,72 ici, parce qu'une mole d'éthanol donne une mole comment on appelle ça, d'acide acétique. Donc si j'en ai 15 ici, j'en ai 15 là. Parce que la réaction donne une mole, pour une mole, on a une mole. Une mole d'éthanol donne une mole d'acide acétique. On n'a pas 2 et 1. Voilà, ça ce sont les équilibres chimiques qui permettent de dire ça. Ben, une mole donne une mole. Donc si on a 15,72, donne 15,72. Enfin, les équilibres chimiques, non, parce que c'est plutôt la stoichiométrie de la réaction, je m'excuse. C'est plus la stoichiométrie de la réaction. Une mole d'éthanol donne une mole d'acide acétique. Donc, si on a 15 moles d'acide acétique, c'est parce qu'elle provient de 15 moles d'éthanol. Si on a 20 moles d'un côté, on aura 20 moles de l'autre, parce qu'on a un rapport 1-1. Alors, on va mettre, si j'ai besoin de 40 000, voilà, 400 000 kJ. Là, il faut 1270 voilà, moles. Donc, il y a bien une interrelation, vous voyez, chaleur-énergie, hein. Chaleur-énergie, je m'excuse, énergie calorifique, dans ce cas-ci, essentiellement calorifique, et comment est-ce qu'on appelle ça? Et nombre de moles. Mais quand vous connaissez le nombre de moles, connaissant la masse molaire de l'acide acétique, je peux calculer la masse en grammes de l'acide acétique. Et je peux la calculer en kilos. Voilà. Donc là, donc ici, par contre, ici, j'ai mis quelque chose d'un peu trop grand. Je vais le mettre en nombre, mettre 2 décimales parce que on risquerait de confondre. Voilà. Là, 75,47 kg. Ici, c'est pareil. Donc, il faut mettre, si vous voulez, dans ce cas-ci, oui, ici, c'est pas celui-là. Non. Je vais mettre 2 décimales parce que c'est vrai que trimballer toute une panoplie de décimales comme ça, voilà, voilà. Donc, autant, puisque la différence est de 1 gramme entre bon, l'acide acétique produit par rapport au réactif consommé que l'éthanol, mais il faudra mettre 76 kg
on en aura 75 de formés pour 76 kg bien sûr d'éthanol. Il faudra mettre 76 kg d'éthanol pour avoir 75 kg d'acide acétique, mais on sortira 400 000 joules dans cette réaction-là. Donc vous voyez que ça va de l'un à l'autre. Hein. Connaissant la chaleur, vous obtenez les masses, mais connaissant les masses, on pourrait faire un petit programme qui donne les chaleurs. Ce serait l'inverse, hein. C'est juste l'inverse. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Parce qu'on a une base unitaire qui est là. C'est 318. Qu'est-ce qui fait la liaison? Mais c'est le 318 kJ par mole. Hein. Une fois que j'ai cette liaison-là, je peux tout trouver. Hein. Je rentre une énergie, j'aurai la masse, mais je rentre une masse, j'aurai l'énergie. Grâce à cette relation, voilà qui est 318 kJ par mole. Bon. Mais ici, pour ici, c'est le même. On va donner une masse, mais c'est même une petite masse de rien du tout. Hein. On a une petite énergie, c'est normal, on n'a que 1,3 g. Mais sachez que bon, là, je vous ai dit que l'acétylène était énergétique. Alors maintenant, on va retourner à notre étude de l'acétylène. Alors, formation de l'acétylène, voilà, qui est ici. Donc il faut rentrer 1,3 g d'acétylène, mais si on rentre un peu plus, vous aurez plus d'énergie. Bon. Alors, pour ça, les données donnent le delta H formation du CO2, ben ça, bon, vous le connaissez, hein, delta H formation du CO2, je vais aller chercher dans les tables des enthalpies molaires. Bon, pour ça, voilà, le CO2, delta H formation CO2. Il est là, moins 393, 53, 51, ou, voilà, bien sûr CO2 gazeux, hein, moins 393, 51, moins 393,5. Alors, vous allez me dire d'où ça vient ça? Ben, il faut aller voir les enthalpies de réaction. Alors, c'est pas n'importe quel CO2, hein. Bon, c'est le CO2, ici, moins 393,51, c'est celui qui vient du graphite. Il vient du graphite. Voilà, CO2. CO2 est gazeux. Voilà, on a un O2 gazeux et nous, on a le carbone graphite. CO2, parce qu'il y en a un qui est le CO2, mais qui est le carbone du coq. Voilà, plus un O2 donne toujours, c'est la même réaction, simplement qu'il y en a un, c'est le carbone du coq qui donne du CO2. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a le carbone graphique, carbone du coq. Les enthalpies ne sont pas les mêmes. Ils donnent tous les deux du CO2, c'est la même réaction. Hein. Sauf qu'il y en a un, c'est le carbone du coq, et l'autre, voilà. Moins 404 pour le coq. Donc il est plus énergétique pour le coq un peu plus. Hein. Bon, entre moins 353, entre moins 393,51 qu'à moins 404, bon, il n'y a pas une grande différence. Hein. Bon, si on fait la différence, l'écart est de même pas, voilà, 7 plus 4, 7 plus 4, voilà, ça fait 11 kJ. 11 kJ. Voilà. Donc vous voyez qu'il ne faut pas faire un amalgame des deux. Mais ici, c'est plutôt le carbone du graphite. Hein. C'est le carbone du graphite. Bon, mais de toute façon, je n'ai pas besoin, pour l'instant, je n'ai pas besoin de cette réaction-là. Je vous ai bien dit pour l'instant, parce qu'après, je vais établir deux méthodes de calcul. Dont une, bon, dans un premier temps, je n'aurai pas besoin de ça, mais dans un second temps, j'aurai besoin de la réaction ici. Voilà. Donc, je vais établir deux méthodes de calcul, et on va comparer les deux. Normalement, on devra obtenir le même résultat pour les deux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne encore? On nous donne le delta H, formation molaire de l'H2O, donc pour obtenir de l'eau liquide. Moins 285,8, on va aller voir ça tout de suite. Alors, tout d'abord, dans les tables d'enthalpie molaire, l'eau liquide, elle est là. L'eau liquide est ici, moins 285,8, moins 285,8, moins 200... Voilà, ça tourne autour de moins 285. Ça vient de différentes tables, c'est différentes références, je vous ai déjà expliqué tout ça. Voilà, les colonnes donnent des références. Voilà, et je vais en prendre une, moins 350, moins 393,51. Bon, il faut bien que j'en prenne une, j'en choisis une, formation de l'acétylène, moins l'H2O, moins 285,8. Je vais regarder. Enthalpie molaire, table des enthalpies molaires, moins 285,8, c'est ça. Voilà. Donc, formation de l'acétylène, moins 285,8, voilà. Donc, j'ai choisi ma valeur. Par contre, attention ici, on est bien dans l'acétylène ici. Et là, c'est la réponse qu'il faut trouver. Quelle est la valeur de l'enthalpie molaire à l'état standard de l'acétylène? Mais la réponse, elle est là. Mais elle n'a pas été calculée. Il vous la donne. Ça veut dire que vous devez faire une comparaison. Voilà, on aurait pu ne pas vous le donner, ceci. Voilà, on aurait pu faire ceci. Voilà. On aurait pu vous faire ceci. Bon, mais ici, on a pris les devants.
dans le sens, bon, on vous donne la réponse. Vous savez sur quoi vous trouvez. Mais attention que ce n'est pas une enthalpie de formation, voilà, molaire. C'est une enthalpie de combustion. Ça, c'est une enthalpie de combustion. Moins 1300, c'est énorme. C'est une enthalpie de combustion. Donc, je vous avais dit que l'acétylène, c'était quand même énorme. Parce que c'est une réaction de combustion qui va... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise en soudure. C'est énorme, ceci. Alors, le but du jeu, c'est de calculer ce 1300 là, cette delta H combustion. Alors, moi, je l'ai établi par deux méthodes, mais avant toute chose, je voulais vous montrer quelque chose. Ou alors, je peux vous montrer la méthode. Hein. Bon, après, je vous montre l'acétylène gazeux. Alors, la première méthode, eh bien, elle va s'agir, bon, à prendre les réactions que je vous ai montrées dans les tables. Un carbone graphique plus un O2 donne CO2, moins 351, c'est ce qui est là. Je m'excuse. Ça vient des tables que je vous ai vous montrer. Le X2, c'est H2 plus 1,5 O2 donne, voilà, ceci, à 285.3. Par contre, ici, je vais chercher, attention que c'est pas le X3 ici, hein, ça n'a rien à voir. Je vais mettre un X4. Je vais mettre un X4, ça n'a rien à voir avec le X3 ici. Autant l'enthalpie de formation molaire, je vais le chercher dans les tables, je l'ai directement, je vais chercher sa réaction. Le X2, je vais chercher son enthalpie de molaire directement, parce que ici je possède deux tables. Hein. Soit vous allez chercher dans les tables d'enthalpie molaire, qui sont là, voilà, ou soit je vais chercher dans les tables d'enthalpie de réaction, alors j'ai la réaction complète, hein, qui vous donne cette enthalpie-là. Bien sûr, c'est des corps simples, on voit souvent que c'est des corps simples. C'est souvent des corps simples, assez souvent. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, donc vous voyez que ça provient de deux tables différentes. Bon, mais celui-ci, c'est celui qui va vous donner l'enthalpie, voilà, de l'acétylène. Ici, je me suis trompé, c'est moins 226 parce que c'est une réaction exothermique. Non, je m'excuse, c'est 226, j'ai rien dit. C'est bien 226. Pourquoi? Parce que dans les tables, la formation de C2H2 donne 226. Voilà. Alors, comment faire de C2H2? Ben, c'est du carbone, ouais, et je dirais même du carbone graphite, plus un H2 donne, bien sûr, le carbone graphite étant solide, comme ici le carbone graphite était solide et le coq était solide, à l'état, bien sûr, standard, 298.15 Kelvin, voilà, et là, l'H2 il est gazeux, voilà, et ça donne 2C plus 1 H2, on a deux hydrogènes, hein, un H2 il y a deux hydrogènes, et de carbone et deux hydrogènes, ça fait du C2H2. Donc on a du H2, dans H2, on a deux hydrogènes quand même. Bon, et dans 2C, on a quand même de carbone. Donc on a bien notre fameux C2H2. On a bien notre fameux C2H2. Et ça, c'est l'enthalpie de formation, 200, je ne sais pas combien, 226 je crois. Donc c'est l'enthalpie de formation, voilà, de la réaction ici, avec des éléments simples, hydrogène et carbone. C2H2. Et donc ça vous donne 226, c'est endothermique. Endothermique. Pour former du C2H2, c'est endothermique. C'est une réaction, c'est pour ça que c'est 226, c'est positif. Voilà. La formation de C2H2 est positive. Donc ça va vous donner 226 kilojoules, je crois. Hein. Je vais aller revoir parce que je ne sais plus combien c'était. Ça, je peux aller chercher directement. Bon, soit ici dans la table. Oui, C2H2, 226.73. Alors, je vais en profiter pour le mettre dans la table des enthalpies molaires, 226.73. C2H2, je ne l'ai pas. Je vais le rajouter. Alors, c'est du gaz. C2H2. C2H2. Et j'ai dit, je ne sais plus combien, 226.3, je crois. Ouais, de toute façon, je vais le ramener directement de la table ici. Table des réactions. C2H2. 226.73, il est là. Voilà. 226.73, C2H2. Qui proviendrait, voilà, le 1, je ne sais pas ce que j'ai mis, extrait de Rossini.
Non, ça c'est pas extrait de Rossini, mais bon, je peux le mettre ici. Hein. Bon, je pourrais le mettre ici. Ou, je vais recommencer, je vais le mettre ici, parce que ça c'est la table de Rossini, donc je peux pas mélanger ce que je veux. Je vais le mettre ici, ça provient des tables de réaction que je viens aller chercher. Table des enthalpies de réaction 226,73, voilà. Ça vient de là. Alors, comme ça, j'ai la valeur de l'enthalpie molaire. Voilà. 226,73. Voilà. Bon. Maintenant, on a tout. Je ne sais pas ce que... Table, l'acétylène. Voilà, voilà. On a tout. Donc ça, c'est la réaction. D'ailleurs, je suis un peu trop grand ici, il faudrait que je... Voilà. L'acétylène va donner... Voilà, il est là, carbone graphite, c'est X4. Alors pourquoi distinguer X3 et X4? Parce que c'est pas les mêmes réactions. Hein. Ça, c'est la réaction de combustion. Ça n'a rien à voir avec la réaction ici de formation de l'acétylène. L'astuce, c'est là. Hein. L'astuce, c'est là. X3 et X4, c'est pas le même. Ça, c'est la combustion, c'est ce qui est utilisé quand on utilise. Voilà, voilà 1,3 g, c'est très peu, va donner 65 kJ. Mais si vous mettez, voilà, pour une mole, ce sera même moins 300 kJ. Dans la réaction de combustion, pas dans la réaction ici. Là, on a la réaction, voilà, voilà, c'est la réaction qui donne la formation de C2H2. Mais ici, c'est la 1300, c'est la réaction, voilà, c'est l'enthalpie de combustion. Alors parfois, les enthalpies de formation proviennent de combustion, hein, d'office. Mais ici, carbone plus H2, ben, on ne peut pas appeler ça une combustion. Hein. Voilà, mais ici, par exemple, C plus O2, ben, là, on peut dire que c'est une oxydation. Oui, c'est une oxydation, mais sans hydrogène. C'est pour ça qu'on a parlé d'H2O. Voilà. Et on a un élément simple qui est, enfin, une substance, comment est-ce qu'on appelle ça, composée, pure. Une substance composée pure qui est le CO2. Elle n'est pas mélangée avec autre chose. Elle est pure. Et là, on a des substances simples qui sont mises ensemble. On assemble des éléments simples pour avoir donc des corps purs. Là, on a des corps purs simples. Voilà, des corps purs simples. Graphite, carbone graphite, l'oxygène. Dans leur état le plus stable, bien sûr. Voilà. Et on obtient un corps pur, un corps composé pur, voilà, qui n'est pas mélangé à autre chose. Voilà, et ça, c'est l'enthalpie de formation. Voilà, alors, bon, maintenant, si on a une réaction de combustion, par exemple, je pense ici à carbone plus oxygène, ben, c'est une oxydation. L'oxydation ici, ben, il n'y a pas d'hydrogène, hein, donc on n'a pas d'H2O. On n'a pas d'H2O, et vous ne pouvez pas avoir de H2O de l'autre côté. Parce qu'il faut avoir un corps... on ne peut pas avoir de mélange. On peut avoir qu'un corps composé, pur. Donc il ne peut pas avoir de mélange. Il ne peut pas avoir de l'H2O avec. C'est ça que je veux dire. Bon, mais par contre, la réaction de combustion, vous comprendrez que si vous mettez de l'acétylène avec en oxydation, vous allez obtenir un corps mélangé, puisque vous allez avoir l'acétylène plus de l'H2O. Et voilà. Donc la réaction de combustion, elle est là. La réaction de combustion, enfin, je m'excuse, c'est plutôt en mélangeant, je m'excuse, je me suis trompé, c'est le contraire, en mélangeant de l'acétylène, enfin, en mettant en oxydation de l'acétylène, c'est-à-dire C2H2 plus O2, vous allez avoir du CO2 plus H2O. Bon, et là, c'est une réaction de combustion, c'est pas une réaction, voilà, de formation de C2H2, parce que là, vous voyez qu'il y a deux composés, ils sont mélangés. Dans les enthalpies de formation, on ne peut pas avoir des corps mélangés, on ne peut avoir que des corps purs, des corps purs composés, et pas mélangés. Ici, vous voyez que CO2 il est mélangé avec H2O, je ne peux pas avoir ça, je peux avoir que du CO2. Ou si vous voulez, je peux avoir que du CO2. Regardez le métal, hein. Je vais vous montrer le métal. Voilà, ici, on obtient de l'H2O, rien d'autre. De l'O2, du CO2, 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 CO, H3, etc. On n'a rien d'autre qui va avec, c'est normal. Bon, c'est les enthalpies de formation, c'est comme ça, on obtient un seul corps et pas deux. Hein.
ou pas 3 ou pas 4, voilà, c'est pas mélangé, c'est des corps purs, on va dire, des corps purs composés, ils ne sont pas mélangés. Voilà. Alors, je retourne ici. Bon, maintenant, sachant ceci, il faut équilibrer la réaction. Ben, vous la voyez, elle est équilibrée ici. Hein. Bon, elle est simple à équilibrer. Les réactions de combustion, généralement, sont simples à équilibrer. Et si vous ne savez pas équilibrer ça, ben, à ce moment-là, vous allez dans ce qu'on appelle, comment on appelle ça, un site spécialisé qui peut vous faire pour vous. C'est-à-dire un balanceur. Vous tapez sur Internet, balanceur d'équation, ben, il va vous voilà, pondérer pour vous, pour autant que vous tapiez correctement, je veux dire, la formulation de la molécule. Suivant bien sûr les règles émises par le site qui a programmé le calcul de la pondération. Parce que bon, on ne peut pas faire n'importe quoi quand un programmeur fait quelque chose. Vous devez suivre les desiderata, le cheminement que lui désire. C'est-à-dire, il faut rentrer voilà, les formulations des données comme il va les traiter lui dans son traitement. Donc il faut introduire les données comme c'est désiré. Et lui, il va le dire, le programmeur va le dire en disant, écoutez, il faut rentrer les données telles que voilà, demandées, parce que si vous mettez autre chose que ça, ben, ça n'ira pas. Le calcul n'ira pas. Il faut formater voilà, vos formules brutes de réaction en rapport avec ce que le programmeur a décidé voilà, de s'accaparer comme type de données pour pouvoir faire ses calculs et faire sa pondération. Alors, je vous ferai remarquer que, bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est juste un système d'algèbre linéaire. Hein, je vous ai déjà expliqué ça. Donc, en fait, c'est une résolution de système. C'est juste une résolution de système. Et puis, vous avez, bien sûr, pour autant que tout soit formaté au départ, au niveau de la structure des données, hein, structure des données, c'est-à-dire que le programme doit parcourir la syntaxe pour laquelle elle a été, qui a été introduite, et il doit pouvoir découvrir ou déterminer ce qui est molécule et ce qui est, on va dire, nombre de molécules. Nombre de molécules, enfin nombre d'atomes dans la molécule, distinguer les atomes des molécules et distinguer le nombre d'atomes dans la molécule. Et bien sûr le nombre de moles de la molécule. Et distinguer les produits des réactifs. Et tout ça, il sait le faire grâce à une écriture de syntaxe. Parce que si vous écrivez mal, à ce moment-là, le programme ne saura pas le faire parce que le programmeur est en programmant en fonction de ses desiderata d'introduction de données. Hein. C'est des bons, le formatage de données, au départ, il doit être comme ça et rien de plus. Et si vous ne rentrez pas exclusivement comme ça a été stipulé, ben, fatalement, il y aura une erreur de syntaxe. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va faire l'équilibre de C2H2 plus O2. Donc vous allez dans un balanceur, si ça ne va pas, ça n'irait pas, donc ça c'est la réaction de combustion, ben ça donne de l'H2O. Alors bon, on a 2 carbones ici, il faut en mettre 2 ici. Ouais, je vais recommencer ça et mettre une couleur. On a 2 carbones ici et 2 carbones ici. Voilà. Alors, les hydrogènes, on en a 2 ici et 2 ici. Voilà. Par contre, les oxygènes, ce qui pose problème, on en a une quantité ici, une quantité ici, et donc il faut, c'est lui qui va faire, je veux dire, toute la variation de l'équation. C'est la valeur ici. En sachant combien on en a ici. Il faut s'arranger, comme on a voilà, un facteur 2, ben, là on en a combien? 2 oxygènes fois 2 moles, ça fait 4, on a 4 oxygènes. Et là on a un oxygène, un atome d'oxygène avec une mole d'oxygène, ce qui fait, on a un oxygène. Ce qui fait que pour les deux, ça fait 5 oxygènes, mais comme on en a déjà 2 ici, il faut mettre 5 demi. 5 demi fois 2 fait bien, voilà, 5 demi fois 2 fait bien 5. 5 demi qui fait 2,5. Hein. Bon. Alors, eh bien, c'est la réaction que l'on a ici. C'est la réaction qui est écrite ici. CH2, C2H2, gaz plus 5. Bien sûr, tout est gazeux. Hein. C2H2, à l'état 298.15, à l'état standard, il est gazeux. L'oxygène est gazeux. Alors, ça va nous donner du CO2 gazeux, mais l'H2O est liquide.
Voilà. Et ça, c'est la réaction de combustion. Alors, la méthode numéro 1, elle est très simple. Elle est très simple. La masse molaire du C2H2 est de 26 grammes par mole. La masse molaire du C2H2, bon, le carbone, c'est 12 grammes par mole. Fois 2, ça fait 24. L'hydrogène, c'est 1 gramme par mole. Une fois 2, 2. 2 plus 24, ça fait 26 grammes par mole. Alors, la masse du composé C2H2, ici, bon, on n'a pas rentré une mole, hein, on en a rentré voilà, une proportion de 26, c'est-à-dire on a rentré que 1,3 g. Voilà. On a introduit 1,3 g, voilà, et le nombre de moles, bien sûr, c'est M, la masse petit m divisé par la masse grand M. Ce qui fait 1,3 divisé par 26, je vais le faire tout de suite, 1,3 divisé par 26, non, je me suis trompé, c'est 1,3, je recommence, 1,3 divisé par 26. Oui, je sais pas pourquoi il me met ça. Pour moi, c'est parce qu'il faut, voilà, c'est ça. C'est parce qu'il l'arrondit, parce que moi je suis, il met que, voilà, un nombre après la virgule, c'est normal que 0,05, il va dire que c'est 0,1. C'est pour ça qu'il faut que j'écarte la cellule pour lui dire qu'il y a plusieurs voilà, décimales. Et donc là, ça fait bien 0,05. Alors, le delta H, ça dégage 65 kJ. Voilà, la combustion dégage, une combustion, ça dégage toujours, c'est exothermique. Mais dans la bombe calorimétrique, il faut qu'elle soit suffisamment exothermique pour pouvoir le faire. Hein. Voilà, pour pouvoir faire une réaction, il y a des conditions, bien sûr. La réaction doit être suffisamment rapide, pas de réaction parasite. Voilà, elle doit être complète et bien sûr suffisamment exothermique. Bon, voilà. Donc tout ce qui est dans la bombe calorimétrique possède de l'oxygène. On a toujours de l'oxygène à une certaine pression. Donc on a une réaction de combustion dans la bombe calorimétrique pour mesurer soit le delta H ou le delta V. Il y a des bombes calorimétriques qui mesurent le delta H, c'est-à-dire le QP, et certains, c'est-à-dire à pression constante, et d'autres mesurent à volume constant, qui est le QV, et qui mesure le delta U, la variation d'énergie interne. Voilà, donc ici 1,3 g, c'est 65 kJ. Voilà, on a 1,3 g. Donc le nombre de moles c'est 0,05. Donc on connaît, pour 1,3 g, on sait que c'est moins 65 kJ. Donc je peux trouver le delta H molaire, c'est moins 300 kJ par mole. Et là j'ai la base. Ça c'est ma base. Donc ça veut dire que maintenant je peux trouver pour n'importe quelle masse. Hein. Donc on a bien notre delta H qui vaut moins 300. Voilà, parce que ça c'est moins 65 kJ pour 1,3 g. Hein. Voilà, et comme on a 0,05 mol, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une relation matière-énergie, ben la voici. Mais maintenant, on connaît la base, 1300 est la base. C'est ce qu'il vous donnait au départ, 1300, voilà, 1300 kJ. Delta H combustion, C2H2, c'est 1300 kJ par mol. Bon, maintenant, à partir de ça, on peut trouver n'importe quelle... il y a une deuxième méthode, je la ferai après. Il y a une deuxième méthode, je ferai la deuxième méthode après. Voilà. Mais maintenant, je peux trouver, comme j'ai la base, je peux trouver pour n'importe quelle masse. Pour n'importe quelle masse. Connaissant, voilà, je veux rentrer une masse, introduire une masse. Bien sûr, une masse de C2H2. Hein. C2H2, voilà, qui sera égal à, je sais pas moi, je vais rentrer une masse, hein, en grammes par exemple. Et je vais trouver, bon, si je rentre cette masse-là, j'aurai un nombre de moles. Voilà. Par exemple, je vais rentrer 1,3 g. Par exemple, hein. Ben, 1,3 g, ce sera 1,3, celui-ci, divisé par 26 grammes par mole. Voilà.
1,3 g, ça représente 0,05 moules. Alors maintenant, je vais chercher la chaleur pour la masse donnée. Donc on va chercher le delta H. Le delta H molaire, il est ici. La base, elle est là. Hein. Donc, je n'ai pas besoin de la recopier parce qu'elle est là. La base, elle est là. Je vais mettre en gras et en rouge. Voilà. On a la base. Donc, si on a la base, ben, je peux trouver le nombre de kilojoules. Égal. Enfin, ici plutôt. Ici, c'est la chaleur dégagée. Voilà. Et on va mettre moins 1300 multiplié par la masse, par le nombre de moles. Et là, on aura en kilojoules. Voilà. Et le programme, il est fait. Hein. Un petit programme ici, simpliste. Il nous permet d'introduire une masse. Voilà, et d'avoir, bien sûr, ça c'est en introduction. Il faut introduire ceci. C'est pour ça que j'ai indiqué introduire, hein, c'est parce que c'est en introduction. Il faut introduire ceci, la masse. Voilà, donc maintenant, regardez bien, si il s'avère que, bon, c'est une masse de C2H2, C2H2 c'est un réactif. Hein. Vous voyez que dans la réaction de combustion aussi, c'est un réactif. Hein. Donc je vais rentrer normalement 2,6 grammes, le double de masse, 2,6. On a moins 130, vous voyez que c'est proportionnel. C'est juste proportionnel. Hein. 65 fois 2, 130. C'est juste une proportionnalité. Donc il existe une proportionnalité entre la masse et l'énergie. Dans les réactions chimiques, il y a une proportionnalité entre masse et énergie. C'est proportionnel. Maintenant, je vais mettre 130 grammes. On a moins 1600. Voilà, parce qu'on a dépassé la mole. Hein. Si vous voulez une mole, il faudrait mettre 26 grammes. Voilà, là, on a une mole, on a 1300 kilojoules. Voilà. Maintenant, si vous voulez, je sais pas moi, 1 kilo, ben, il faudra, ici, il faudrait mettre, pour voir un peu plus clair, utiliser le séparateur de milliers. Voilà, moins 50 000 kilojoules. Et là, on parle plus en... Voilà, si vous mettez 1 kilo, bon, ça commence à devenir, bon, assez grand. Donc à ce moment, on parle plus de kilojoules. Hein. Il faut repasser par une autre unité qui est le mégajoule. Parce que ça devient un peu trop grand. Donc on va rabaisser ce nombre-là qui est devenu un peu trop grand. Ce nombre est devenu un peu trop grand. Donc, on va diviser par 1000 ce nombre, rendre 1000 fois plus petit. Voilà, et là, on a moins 50 mégajoules. Tout comme ici, je peux le mettre voilà, en kilos. Je vais diviser le nombre, s'il devient trop grand, ça fait 1 kg. Comme ça, on peut avoir une lecture en grammes ou en kilogrammes. Tout comme on peut avoir une lecture en kilojoules ou en mégajoules, parce que plus vous allez mettre de la masse, plus bon, la chaleur dégagée va être importante. Vous voyez qu'ici, j'ai exagéré. Voilà, j'ai mis 2000 kg. Ben, ça commence à devenir quelque chose d'industriel. Parce que l'industrie utilise des grandes masses. Hein. C'est en histoire de tonnes. Ce sont des tonnes. Hein. Donc 20 000 kg, ça fait 20 tonnes. 20 tonnes. Voilà. Alors vous voyez que ici, on a un nombre trop grand, mais je peux passer, parce que j'ai mis 20 tonnes. Hein. Je fais réagir 20 tonnes. Voilà. À ce moment-là, il faut passer en gigajoules. Et de nouveau, on divise ceci par 1000.
alors, vous pouvez faire des comparaisons avec certaines choses. Hein. Bon, au niveau énergétique, qu'est-ce qui fait du gigajoule? On peut, je veux dire, voilà, gigajoule. Donc, kilo, c'est 1000, méga, c'est 1 million, et giga, c'est 1 milliard. Et kilo, c'est 1000. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, je vais aborder la seconde méthode. Donc, vous voyez que énergie et masse sont reliés dans les réactions chimiques. Énergie et masse, c'est normal parce que je vous ai expliqué qu'il y a un point de vue conservatif au niveau de la masse, un point de vue conservatif au niveau de l'énergie, mais il y a une interaction, bien sûr, une liaison. Masse-énergie, vous le voyez, c'est proportionnel. Vous le voyez purement, le programme il est fait ici. Et je l'avais déjà fait avec ce que je vous ai montré auparavant, c'est-à-dire la formation de la variation, je vais chercher, variation de l'enthalpie de l'éthanol. Je l'avais déjà fait ici, vous voyez. Là, mais là, je rentrais l'énergie, j'avais une masse. En rentrant l'énergie, j'avais une masse correspondante. Maintenant, je rentre une masse, j'ai une énergie correspondante. Je rentre une masse et j'ai une énergie correspondante. Voilà. Bon, alors, je vais faire la deuxième méthode dans une seconde vidéo. Je vous remercie.